C'est le premier book haul sur la chaîne. Je me suis aperçue que j'en ai jamais fait. Je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. J'en ferai pas souvent. Mais voilà, je fais un book haul. Et en fonction de vos retours, on verra ce que ça donne. Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne à la croisée des plumes. Alors j'ai eu beaucoup d'arrivées dans ma bibliothèque ces dernières semaines, pour plusieurs raisons. J'ai fait quelques passages à Paris, donc automatiquement qui dit Paris, exposition et boutique, librairie. Il y a eu Noël. Et moi je suis du 13 janvier, mon anniversaire c'est le 13 janvier, donc c'est la période où les cadeaux, il y a beaucoup de livres qui arrivent dans la bibliothèque. C'est pourquoi je me suis dit pourquoi pas vous présenter mes dernières arrivées livresques ces derniers temps. Alors ça sera pas non plus un format qui reviendra tous les mois, hein, puisque j'aimerais bien en 2026, dans mes bonnes résolutions, réduire un peu mes achats de livres. Déjà d'un point de vue autour de tout ce qui est la surconsommation, etc. Les économies, ça fait pas de mal non plus. Et puis parce que j'ai besoin de vider ma pile à lire qui, j'ose même pas compter, mais c'est indécent je crois, à quel point elle est épaisse. Donc ce que je vais faire en fait là, les achats que j'ai fait moi-même et les cadeaux, je pense que ça peut me combler déjà jusqu'en 2028 niveau lecture, en plus de tout ce que j'ai déjà. Donc je vais essayer un maximum aussi de lire des livres que je vais emprunter. Et si je vais faire des achats, j'en ferai donc moins, c'est le but, plus tard dans l'année, et ça sera des achats, par exemple si j'ai une vidéo, par exemple mon essai vidéo que je prépare, que je vous en parle tout le temps, sur le personnage des fous dans la littérature, il y a quelques lectures que je dois faire, je vais les acheter, me les procurer dans la mesure du possible. Mon challenge 12 livres pour 2026 dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, je vous ai présenté ma palle. Il y a quelques livres que je vais emprunter, quelques livres que je pense que je vais acheter. Voilà. On referme la parenthèse et je vous présente tout de suite les nouveaux livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Alors je fais ça dans n'importe quel ordre, hein, les premiers qui viennent, sachant que... Alors, il y a un peu de tout, on reste dans la thématique de l'imaginaire, on se refait pas, mais on va avoir des romans, mais également des essais. J'aimerais bien, en fait, lire davantage aussi d'essais en 2026, j'ai envie d'apprendre, voilà, de réapprendre des choses passionnantes, et j'ai plein d'essais dans ma pile à lire aussi qui attendent des fois des livres que j'ai depuis la fac quand même, et donc voilà, j'ai envie de les ressortir, de me plonger dedans pour apprendre. Et donc, en parlant d'essais, je vais vous présenter 2 essais du même auteur, de Michel Pastoureau, donc vert et bleu, histoire d'une couleur. Michel Pastoureau, c'est un historien qui commence à assez être connu parce qu'il fait beaucoup de travail de vulgarisation, notamment autour des couleurs, c'est ses travaux les plus connus, autour de tout ce qui est l'héraldique, donc le travail des armoiries, des blasons, des animaux aussi, voilà, autour du Moyen-Âge et des objets culturels à travers l'histoire, à travers le temps. Je trouve ça passionnant. Et en fait, il a fait tout un travail d'historien autour de chaque couleur. Il commence à en avoir pas mal maintenant, donc là, vert et bleu, il y a le noir qui est sorti de mémoire, le rouge, le blanc, je crois que le rose est sorti très récemment, j'en oublie peut-être. Et depuis que Perceline m'en a parlé, j'ai adoré le concept, le projet, je le trouve hyper intéressant, et j'ai envie de tous me les procurer. Alors, Michel Pastoureau commence à être assez vieux, alors j'espère qu'il aura le temps de faire toutes les couleurs possibles. Le temps parce qu'en fait, je pense que c'est un travail qui est édifiant parce qu'il fait vraiment l'histoire de la couleur du Moyen-Âge, de l'Antiquité, même de l'Antiquité jusqu'à nos jours. La place de la couleur dans la société, c'est symbolique, etc. Comme quoi des fois une couleur d'une époque à l'autre a pas du tout la même signification, et même une couleur n'est pas perçue de la même façon d'une époque à l'autre. Par exemple,
c'est passionnant, je l'ai lu celui-là, je vous en parle dans le prochain update lecture. Le vert, il y a même des historiens qui se sont longtemps demandé si les Grecs, les Grecs de l'Antiquité arrivaient à percevoir le vert, parce que le vert n'est jamais cité dans les textes de la Grèce antique. Je trouve ça passionnant comme question et tout, différentes théories et tout. Bref, donc voilà, donc j'aime le vert, je me suis acheté ça à Paris quand j'ai fait les expositions aux arts décoratifs à côté du Louvre. La boutique des arts décoratifs, vous aimez bien tout ce qui est mode et art. C'est une mine de... Enfin, c'est un trésor, la caverne d'Ali Baba, en point de vue de livre. Et à chaque fois, j'aime bien m'acheter un livre autour des arts. Et là, je me disais, je pense qu'ils auront les histoires d'une couleur, et ils avaient que celle en vert, en format poche. Et ça tombe bien, parce que le vert, si vous ne le savez pas, c'est ma couleur préférée. Et je voulais commencer par celui-là. Donc, je me le suis procuré. Il est assez joli, hein. Je crois que c'est l'édition poche la plus récente. Et pour mon anniversaire, j'ai eu... Alors ça, c'est une édition un peu plus ancienne. Alors je sais pas si elle a été éditée plus récente avec des ajouts, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai la version poche également du bleu. Voilà, histoire d'une couleur. Qui est une couleur que j'aime aussi beaucoup. Et ça, je pense que ça va m'être super utile pour mes romans. Quand j'ai... La plupart de mes romans sont de l'imaginaire, mais on peut quand même les ancrer à une période historique, les rattacher à une période historique. Et ça va être très intéressant, par exemple. Là, j'ai écrit un roman qui se passe à la fin du 19e siècle. Quelle est la signification du vert et du bleu à cette époque-là? Voilà. Souvent, ce n'est pas les mêmes significations que de nos jours. Et on peut tomber facilement dans des anachronismes, en fait. Donc voilà. Ensuite, tiens, une couverture qui est également verte pour Noël. Alors j'ai reçu donc un roman de ronces et d'épines de Lucie Barat qui est édité aux éditions du Typhon. Alors Lucie Barat, faut savoir que j'ai eu un énorme coup de cœur sur son précédent roman qui s'appelle Le Chien Noir, au même éditeur, qui est une réécriture de Barbe Bleue, notamment un côté Belle à Bête aussi, qui est un conte gothique, magnifique, poétique, sublime et sanglant, très important pour public averti. J'ai adoré ce roman, je vous en ai parlé dans ma vidéo essai sur la fantaisie baroque, il faisait partie du corpus que j'ai analysé. Et à la fin de cette vidéo, je disais que j'aimerais bien lire d'autres livres de fantaisie baroque et j'avais repéré certains romans qui me donnaient l'impression d'en faire partie. Et je vous prépare une vidéo suite à cet essai dans les mois qui viennent où je lis tous les livres qui sont cités à la fin de la vidéo, tous ces livres que je supposais de la fantaisie baroque, je vais les lire et je dirai mon avis et si oui ou non j'avais visé juste. Et donc j'avais placé le roman de ronces et d'épines dans ses repérages. Dans tous les cas, je l'aurais lu tellement que j'adorais Le Chien Noir. Et donc ça y est, je l'ai enfin entre mes mains, je vais pouvoir m'y attaquer bientôt pour découvrir si c'est de la fantaisie baroque et pour découvrir si ce n'était pas qu'un essai en fait, si c'est vraiment une autrice qui match avec moi, je pense. J'ai l'impression de ce que j'en ai lu, les avis que j'ai vu passer, je pense notamment aux copines du podcast Les Grimoires de l'Imaginaire qui en ont parlé, c'est Mariti je crois, qui l'avait placé dans ses meilleures lectures de l'année, qui l'avait recommandé. Voilà, donc très curieuse et j'ai hâte de le découvrir. Je vais mettre un peu tout ça à me débarrasser parce que j'ai quand même un sacré tas autour de moi. Alors on va rester dans les contes puisque j'ai reçu à Noël ce petit recueil chez Babel qui s'appelle Contes curieux des 4 coins du monde et je trouve que c'est un très bon choix parce que c'est vrai, moi si j'aime beaucoup les contes de fées, mon expertise elle reste quand même encore trop sur les contes occidentaux, les contes européens. Et j'ai envie de plus en plus de découvrir des contes d'autres cultures, des 4 coins du monde. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il y a dans ce livre. Déjà, tout ce qui est les contes slaves, de Russie et tout, il y a déjà une mine d'or. Mais si on sort même de notre hémisphère, vraiment du continent indo-européen, je pense qu'il y a tellement de choses à voir. Et j'ai hâte de voir s'il y a des parentalité qui peuvent se faire, parce que je sais qu'on retrouve des variantes de Blanche-Neige, de Cendrillon en Asie,
par rapport à l'Europe et tout, et est-ce que c'est également le cas? Des fois, vous savez, on se pose des questions, comment, depuis la nuit des temps, la figure du dragon existe dans différentes mythologies à l'autre bout du monde, alors qu'on a l'impression qu'il n'y avait aucun contact. Comment les humains qui n'avaient rien à voir, que des milliers de kilomètres et des milliers d'années parfois à séparer, ont pu imaginer la même créature? D'où ça vient, ce genre de choses? Donc est-ce qu'il y a vraiment un imaginaire commun et universel à l'humanité qu'on retrouve partout dans le monde, des points communs? J'ai vraiment hâte, donc voilà, je vais le lire bientôt. Parce que j'ai plein de recueils de contes encore qui patientent, qui prennent la poussière sur mes étagères, j'en suis un peu honteuse. Ah tiens, celui-là, j'aurais pu vous le présenter avec les couleurs parce que c'est du même auteur, Michel Pastoureau, avec aussi une historienne, je pense, qui s'appelle Elisabeth Taburet de La Haye. Les secrets de la licorne. Donc là, on reste sur de l'imaginaire. Alors, le tableau qui illustre ce documentaire, c'est un tableau de Dame à la licorne, donc Gustave Moreau. Qui est un peintre symbolique, je crois, c'est ça le courant. C'est un peintre français du 19e siècle. Et en fait, pendant les vacances de Noël, je suis allée à Paris avec mes amis. Vous avez vu ça sur le vlog de Noël, peut-être. Et on a visité son musée. Il faut savoir que ce monsieur-là, il avait mis dans son testament que toutes ses œuvres devraient rester dans sa maison d'artiste, qui deviendra un musée. Donc toutes les œuvres de Gustave Moreau, vous les trouvez au même endroit à Paris. C'est passionnant parce qu'il y a ses anciens appartements, son ancien atelier, il y a certaines salles. Je vous remettrai des images du vlog, je pense. Certaines salles qui sont à couper le souffle. Et il a notamment fait des motifs de Dame à la licorne. C'est un univers qui mélange mythologie, féerie, figures bibliques. Un mélange dingue. Et là, on a des dames à la licorne, mais c'est des motifs des dames à la licorne qu'on retrouve depuis le Moyen-Âge dans certaines tapisseries. Il y en a des très connues de dames à la licorne. Et voilà, donc je me suis dit, il me faisait de l'œil. Maintenant que je connais le travail de Michel Pastoureau, comme je vous ai dit, le travail de vulgarisation autour de bestiaires du Moyen-Âge par exemple, je l'ai pris. Et surtout qu'il va avoir une exposition à Paris jusque mi-2026, je crois, qui a peut-être déjà commencé, sur la représentation de la licorne qui m'intéresse vraiment beaucoup et que j'aimerais bien faire. Donc voilà, les secrets de la licorne. Qui sait, peut-être que je vais en glisser dans un roman, ça va peut-être m'inspirer. Alors là, comme il faut faire de la place dans les étagères et des économies, passion poche. Franchement, ça y est, je suis en phase de ma vie où j'attends que un roman, s'il me fait de l'œil, à moins si vraiment faut que je le lise tout de suite parce que je l'attends avec impatience, sinon j'attends un peu qu'il sorte en poche. Donc j'ai quelques poches à vous présenter. Celui-là, j'en ai déjà parlé rapidement dans la vidéo, mon challenge 12 livres pour 2026. La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai demandé à 12 copines que chacune me donne un livre que je dois obligatoirement lire en 2026. Et Perceline m'a donné celui-là, qui a été sa meilleure lecture de l'année dernière. Donc je suis très très curieuse. Donc là, il est sorti en poche chez Pâle. Et de ce que je sais, c'est mélange de conte et de gothique avec une plume poétique sublime. Donc sur le papier, il y a tout ce qu'il faut pour que j'adore, que ça soit peut-être un coup de cœur comme Perceline. Donc voilà, je l'ai reçu pour Noël. Ensuite, Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda chez Folio Fantasy. Il est sorti en poche très récemment, je crois. Alors, Ada Vivalda, si vous ne savez pas, c'est l'autre nom, un second nom de plume de l'autrice Chris Fuglesevic, qui est notamment l'autrice de Dernier jour d'un monde oublié et surtout du Thé pour les fantômes, un roman de réalisme magique que j'ai adoré. Je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter parce qu'il n'y a pas moi qui a été convaincue. Et j'ai envie donc de lire tout ce qu'elle a fait pour l'instant. Donc elle a 3 romans publiés. J'ai Dernier jour d'un monde oublié qui est... Oh, je vais pas vous le sortir, il est là, faites-moi confiance. Il est là, que je vais bientôt lire. J'aimerais bien cette année.
Et elle a également fait du coup une romantaisie. Ce qui explique pourquoi elle a pris un autre nom de plume, parce que le public de la romantaisie n'est pas forcément le même public qui va lire ce qu'elle a écrit d'autre. Voyez. Mais moi j'ai envie de la suivre dans ce genre, dans cet univers-là. Parce que je lui fais confiance, parce que j'ai envie de m'ouvrir aussi davantage à la romantaisie, et je me suis dit, pourquoi pas y aller avec une plume francophone dont je connais les qualités et l'ingéniosité, et parce que aussi les avis ont été positifs, et aussi c'était non plus quelque chose qui sortait un peu du lot, voyez. Donc voilà, pourquoi pas me pencher sur la romantaisie à la sauce Ada Vivalda. Et enfin, un roman que j'attendais avec impatience. Enfin, non, en vrai, je savais pas qu'il allait sortir. Je l'ai découvert un peu par hasard sur Goodreads. Et ça a été en mode ouah, trop bien, mais en même temps, j'ai peur. Je vous explique. Il s'agit du Pays des choses perdues de John Connelly, qui est sorti en poche, que j'attendais avec beaucoup d'attente, parce que c'est la suite de peut-être mon roman préféré contemporain, on va dire, moderne, puisqu'il y a comme Les Misérables aussi. Alors, je ne savais pas du tout que John Connelly allait écrire une suite au livre des choses perdues, que je n'ai pas sorti que par là encore une fois, que j'ai lu il y a 2-3 ans maintenant, et ça a été vraiment un énorme, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est un coup de foudre littéraire. Vous savez, le roman, c'est à la fois un roman, c'est le roman que j'aurais aimé écrire, et c'est le roman où tu le lis, tu te dis, il a été écrit pour moi. Les thématiques, l'histoire, les personnages, la plume, waouh, ce roman m'a fait chialer toutes les larmes de mon corps. Que ce soit l'incipit, les premières phrases, ou la dernière phrase. La dernière phrase, vous me la récitez, je pleure. Voilà. Et j'ai un peu peur. Alors, du coup, ça a été, comme je disais, c'était une bonne surprise quand j'ai découvert qu'une suite sortait, là, de façon imminente. C'était dans les nouvelles parutions annoncées sur Goodreads. Et après, j'ai dit, purée, mais deux choses. Déjà, si je lis cette suite, il faut que je relise le livre des choses perdues. Et j'ai un petit peu peur, parce que ça a tellement été un coup de foudre à ma première lecture. J'ai peur, en fait, de le relisant après coup, plus tard, des années après, de plus autant l'aimer, vous voyez, de commencer à lui voir des défauts et tout. Et j'ai presque envie, il a tellement un souvenir vivace en moi, que j'ai pas l'impression que j'ai besoin de le relire, parce que je me souviens de tout encore. Et je pense que je m'en souviendrai longtemps, ce qui est la preuve que c'est une bonne lecture pour moi. Qu'en fait, j'ai limite envie de le laisser comme ça, tu vois. C'est tellement une bonne expérience, parce que c'est peut-être la première expérience, que j'ai pas envie de la tâcher, entre guillemets. Donc ça. Ou alors je me dis, mais je le relis pas, je lis directement la suite, mais justement j'ai peur que la suite soit déçue. Alors, faut pas s'attendre, les suites, les tomes 2 qui sont meilleurs que les tomes 1, ça existe, mais c'est pas non plus fréquent, je dirais. Et puis je mets tellement le tome 1 sur un tel piédestal que je me dis que dans tous les cas je pourrais être peut-être que déçue, et ça je pourrais m'en prendre qu'à moi-même aussi. Mais d'un autre côté, j'ai peur que ça vienne changer des choses que j'aime dans l'univers. Reprendre des personnages qui étaient bien là où ils étaient. Vous voyez, j'ai un peu ça. Par exemple là, en 2026, il va y avoir un tome compagnon, bonus, spin-off de la duologie Six of Crow, qui est une duologie que j'adore. Et je suis excitée, mais j'ai à la fois peur, parce que j'adore tellement les personnages que j'ai envie de dire, mais ils sont très bien là où ils étaient, où on les a laissés 10 ans avant, laissez-les tranquilles. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien les revoir davantage, mais si c'est pour de ce qu'on en fait, que ça aille trop loin, que ça dénature le nombre de romans, le nombre de séries où il y a eu la suite de trop. Mais regardez rien que la dernière saison de Stranger Things, j'ai détesté de ce qu'ils ont fait des personnages. Voilà, des fois il faut savoir s'arrêter. Et ben j'ai un peu ça. Après, je fais confiance à John Connelly. Alors la suite, c'est là. Attends. J'avais ramassé du chocolat dans mon sac qu'il est, j'ai du chocolat chaud sur le livre. Il est sorti en 2023, pour vous dire à quel point j'ai eu peur. J'aurais pas eu peur, je me serais acheté sur la VO en fait.
Et le livre des choses perdues, il doit être sorti dans les années 2000, non? Je sais pas. Mais en gros, il y a au moins eu 10 ans d'écart, je pense. C'est peut-être 2006 le tome 1. Au moins 10 ans d'écart entre les deux. Donc, j'ai pas l'impression que John Connelly s'est jeté en fait par opportuniste dans une suite. Peut-être que des fois, des années après, l'auteur il a une nouvelle idée, et des années après, avec le recul, il a de nouvelles choses à dire sur cet univers. Je sais pas. Parce que là, on suit pas le personnage de David, on suit un autre personnage qui s'appelle Cérès, qui va, je pense, j'imagine, aller dans ce même royaume, ce pays des choses perdues, où aller David dans le tome 1, puisque c'est une métaphore du deuil aussi. Et là, on suit en fait une mère, Cérès, dont la petite fille, Phoebe, est dans le coma. Donc ça va être très touchant, et je pense, je m'aperçois là, que c'est une écriture du mythe de Perséphone. Phoebe, 8 ans, est dans le coma, sa mère Cérès reste à son chevet pour lui lire des contes qu'elle affectionne dans l'espoir qu'elle se réveille, même si son optimisme faiblit chaque jour de plus en plus. Un soir, non loin de l'hôpital, la jeune femme pénètre dans une vieille demeure et se retrouve propulsée dans un univers fantastique. Cérès en est persuadée. Elle peut aussi retrouver l'esprit de sa fille pour la ramener dans le monde des vivants. Cérès, si vous savez pas, c'est le nom romain de Déméter, la mère de Perséphone. Et Phoebe, Perséphone, je sais pas. Mais en tout cas, le fait que sa fille est dans le coma, donc en partie prisonnière du monde des morts, c'est Perséphone qu'en partie prisonnière du royaume des enfers. Vous voyez, je pense qu'il y a une inspiration en fait. Non, je suis trop hypée. Non mais voilà. Non mais je vais l'adorer. Allez, je vais l'adorer, ça fait trop bien. Il va pas me décevoir, je ne connais rien. Allez, il m'en reste 2. Je suis 23, 24 minutes. Oh, je suis efficace, on va dire. Celui-là, il va être rapide, je pense. Puisque je ne sais plus trop de quoi il parle, mais il est court. Ça s'appelle Anna guidant le peuple de Maëlik Duval aux éditions Géphir, un éditeur que je connaissais pas du tout, c'est un petit texte. Alors, je l'avais commandé sur un coup de tête celui-là, c'est Morgane Ovlenko je crois, qu'on avait parlé sur un podcast de West Hurlant. Allez, si vous écoutez des podcasts, allez sur Spotify, écoutez les rediffusions des conférences du West Hurlant. C'est des conférences sur l'imaginaire et sur les représentations aussi des personnes minorisées dans l'imaginaire. C'est toujours des sujets engagés avec des intervenants et des intervenantes passionnantes. Voilà, et je crois que c'était... elle en a parlé, elle l'a recommandé, je crois que c'était la conférence sur la mort des personnages minorisés. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Parce que je crois que Morgane, cette année, c'était les conférences de 2025, je crois. Je crois qu'elle a fait plusieurs tables rondes, donc je sais plus laquelle. Mais en tout cas, elle a parlé de celui-là. Et c'était un peu sur... de mémoire, c'était sur les personnages qui deviennent, malgré eux, le symbole d'une révolution. Et elle avait dit, il faut lire ce livre, parce que c'est un texte très court, très pertinent sur le sujet, et de mémoire c'est le personnage d'Anna qui a été une martyre d'un mouvement révolutionnaire et en fait qui a été un peu idéalisé par après sa mort d'ailleurs. Ça c'est un sujet que je trouve passionnant aussi, mais qu'un jour Anna revient et frappe à sa porte et revient chez elle alors qu'on croyait qu'elle était morte. Et à mon avis, ça doit interroger la différence entre l'Anna, le symbole qu'elle est devenue, et qui elle est vraiment, comment on vit à ça. C'est un truc qui a abordé, un sujet qui a abordé dans un peu dans Hunger Games avec Katniss, qui devient le Gémeaux-cœur, le symbole de la révolution. Il y a un peu ça dans la trilogie de Grisha. Alina, elle devient Sancta Alina, elle devient littéralement une sainte aux yeux en fait de ceux qui sont dans le camp contre l'ennemi, contre le Darkling, vous voyez, ce genre de choses. Ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Et enfin, je finis avec une lecture bizarre qui m'intéresse vraiment, que je suis pris à la FNAC, c'était à la FNAC à Paris. On avait une FNAC à côté de notre hôtel, donc on était obligé d'y aller. Il s'agit de Vers ma faim de Sophie Wright, qui est paru chez le label Styx. Alors si je dis pas de bêtises, Styx, c'est le nouveau label de Fleuve Édition qui lance en fait un label horrifique. Et je suis trop contente parce que en tant que lectrice qui lit de plus en plus d'horreur et qu'en tant qu'autrice qui penche de plus en plus vers l'horreur dans ses projets,
et ben ça me rassure de savoir qu'il y a des éditeurs en France qui tentent l'horreur, parce que c'est un genre qui fait peur, sans mauvais jeu de mots, qui n'attire, en tout cas qui attire moins les lecteurs, qui est moins classable, qui est moins vendable, j'ai l'impression, les projets d'horreur, qui a plein de préjugés dessus, alors qu'il y a des pépites et toujours, c'est une façon très intelligente, très imagée aussi, de parler de certains sujets. Et donc voilà, vers ma fin, j'adore le titre, j'adore la couverture. Je l'ai vu passer, j'en sais quasi rien à part que c'est étrange et que c'est qu'une jeune fille qui doit s'occuper de la chose dans le lit. Et la chose, j'ai une idée de ce que c'est, puisque l'incipit est génial, c'est ma mère. La nuit, ma mère grince. Ma mère, ma maman, hein. Donc ça, si ça parle d'une relation dysfonctionnelle entre une fille et une mère, c'est pour moi. Enfin, j'ai quand même écrit Miranda, qui commence littéralement, mon roman Miranda commence littéralement, aujourd'hui maman est partie en m'oubliant derrière elle. Voilà, ça a l'air complètement tordu, ça a l'air de rentrer totalement dans tout ce qui va être, vous savez, alors je vais le dire en anglaise là, le World Woman, Writing World Woman, des femmes étranges qui écrivent des personnages de femmes étranges, voilà. Et voilà pour ce bouco, je me mets à l'aise, hop. Je suis fière de moi, ça fait, j'ai été rapide. J'espère que le format vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi et je regarderai quand est-ce que je pourrais en faire d'autres sur la chaîne. Comme je vous disais, si j'en fais d'autres, ça sera pas tous les mois cette année, mais peut-être que si je courant juillet-août, à la mi-année, de temps en temps, vous en faire. Est-ce que parmi ces lectures, il y en a que vous avez lues? Dans ce cas-là, qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'il y en a qui vous attire? Et est-ce que pour vous, vous avez été gâté pour Noël en livre? Ou si comme moi, vous êtes né aux alentours de Noël, est-ce que vous avez également eu des cadeaux livresques pour votre anniversaire? Voilà, est-ce qu'il y a des Capricornes ici? Team Capricorne. Donc, dites-moi tout en commentaire. Ça fait longtemps que j'ai pas demandé de peut-être un petit emoji pour prouver que vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. C'était plus facile, elle est plus courte. Mettez un emoji vert, parce que j'ai plusieurs livres avec la couleur verte, dont un qui s'appelle littéralement vert et que c'est ma couleur préférée. Donc mettez un petit emoji, n'importe quel emoji, pourvu qu'il soit vert. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Ah non, j'ai oublié de teaser la prochaine vidéo. Si je réussis à garder un rythme d'une vidéo par semaine sur ma lancée, là, on va voir combien de temps je tiens. Normalement, la semaine prochaine, je vais mettre ma plus belle tenue, puisque ça sera une cérémonie. Je m'emballe. En gros, j'aimerais bien vous faire une petite cérémonie, un peu mes Oscars du livre, mes Book Awards, où ça compléterait en fait mon bilan de 2025, où je fais genre une catégorie plus belle couverture, plus beau style, meilleur personnage féminin, vous voyez, ce genre de choses. J'ai hâte de vous faire tout ça. Et j'ai un essai vidéo qui arrive bientôt, normalement en février, sur un sujet que je trouve passionnant et j'espère qu'il vous passionnera. Et voilà. Et donc je peux vraiment conclure maintenant. Je vous souhaite de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et à bientôt!